suite. Bon, moi, je vais approcher la question du genre, mais de manière un peu plus conceptuelle, un peu plus générale. C'est en fait en guise d'introduction, essayer de rappeler quelques notions qui nous paraissent essentielles, qui permettent effectivement de mieux connaître la problématique du genre telle qu'elle a été abordée dans le cadre de la recherche médicale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une inégalité sociale de santé? C'est un concept qu'on a formalisé dans les années 90, et notamment en France, on a l'ouvrage économique de Didier Passin. C'est l'hypothèse, c'est accepter que dans les inégalités de santé, il existe d'autres mécanismes qui interviennent, et que ces mécanismes ne sont pas uniquement cliniques ou biologiques, aussi bien dans les conséquences épidémiologiques qu'on peut mesurer comme la mortalité ou la morbidité, ou dans les conséquences psychosociales de l'état de santé comme la qualité de vie. Donc c'est accepter vraiment que dans la trajectoire en santé d'un individu, il y a des éléments qui ne soient pas cliniques ou biologiques qui interviennent. Ce sont des éléments sociaux ou démographiques, et en l'occurrence, le genre. Alors pour ce qui est du genre, alors le genre c'est la manière dont la sociologie ou dont les sciences sociales appréhendent une différence biologique qu'on appelle le sexe. Donc il y a une représentation du sexe par les sciences sociales, ça donne la théorie du genre, c'est le genre, et le genre régule un certain nombre de pratiques, organise les relations entre les communautés, entre les groupes, produit de la discrimination, et dans le cadre de la santé, dans le cadre de la recherche médicale, le genre intervient aussi bien dans les comportements de santé, c'est-à-dire du côté des patients, la manière dont les patients se comportent, que dans les pratiques médicales. Et je vais vous donner quelques exemples assez rapidement pour illustrer tout ça. Alors, le genre dans les comportements de santé, un retour sur les comportements de santé. Vous savez qu'on appelle un comportement de santé toute action qu'un individu adopte pour préserver, restaurer ou améliorer sa santé. Alors il y a des comportements dits préventifs, c'est la prévention des comportements primaires. Il y a des comportements secondaires, c'est une fois que l'individu est atteint d'une maladie, c'est la manière dont il va chercher à en sortir. Et des comportements tertiaires, c'est quelqu'un qui a un statut de malade et qui va essayer d'améliorer son état de santé sans perspective curative. Alors un exemple, là on a travaillé nous sur l'arrêt du tabac chez les personnes atteintes de cancer. Alors là, les résultats que je vous donne, ce n'est pas des résultats bruts. Il y a eu des tas d'ajustements faits sur les modélisations statistiques. On a tout pris en compte, toutes les caractéristiques qu'on pouvait avoir autour des personnes qu'on a recrutées, à savoir leur statut socio-démographique, le type de localisation qu'ils avaient, l'évolution péjorative du cancer. Donc là, on se situe 5 ans après un diagnostic du cancer dans une population de fumeurs, et on voit que les hommes arrêtent plus souvent de fumer que les femmes. Pourtant, c'est des patients atteints de cancer. 5 ans après, les hommes, le tabac étant l'un des principaux facteurs de risque, surtout pour certaines localisations, sont la moitié des fumeurs hommes ont arrêté, tandis que c'est seulement un tiers des femmes ont arrêté de fumer. Donc 2 tiers continuent de fumer. J'ai des gens atteints de cancer 5 ans après le diagnostic. Donc là, on a vraiment une différence de comportement de santé qu'on ne peut pas expliquer. Alors, on peut expliquer avec des modèles psychologiques ou psychocomportementaux, mais là, c'est des données épidémiologiques brutes. Autre variabilité, le dépistage. Vous savez qu'il y a un surrisque de second cancer chez les personnes qui ont fait un primo-cancer. Ce surrisque est évalué à 35%. Donc vraiment, quand on a un cancer, il faut se faire dépister. Et le dépistage des seconds primo-cancers est une priorité. Et on voit, là, je vous ai donné l'exemple du dépistage du cancer du côlon rectum, parce que ça concerne à la fois les hommes et les femmes. Et on voit que les femmes sont 44% dans notre échantillon à ne jamais avoir fait une recherche de sang dans les selles ou avoir passé une coloscopie pour dépister un éventuel cancer du côlon et du rectum. Alors que chez les hommes, c'est uniquement 27%. Là aussi, on a des comportements préventifs qui sont différents, et il va falloir essayer de trouver des tas de modèles psychologiques ou sociologiques pour expliquer ces différences-là. Mais ça ne se situe pas uniquement aussi au niveau des comportements. Les problèmes liés au genre interviennent souvent dans la relation de soins, c'est-à-dire dans la manière, dans les pratiques médicales, dans la manière dont les soignants, représentés en rouge, appréhendent les patients en jaune. Le soignant, il a un sexe, et le patient aussi, et tout ça intervient dans la relation de soins.
On pourrait croire que la relation de soins c'est neutre, qu'un médecin c'est pas un homme ou une femme, c'est simplement un médecin, et qu'un patient c'est ni un homme ni une femme, c'est simplement un patient. Eh bien non, même sur des pathologies simples, il y a cette interaction de genre qui intervient. Alors quelques résultats, notamment sur la prescription de morphine, on s'est rendu compte que les femmes étaient plus enclines. On avait fait une étude et on avait demandé à un échantillon national de médecins généralistes et d'oncologues de décrire les 3 derniers cas de patients en fin de vie qu'ils avaient suivis. Alors il y avait des tas de questions, hein, et notamment des questions relatives à la prescription de morphine ou pas. On s'est rendu compte que les femmes étaient plus enclines à prescrire de la morphine. C'est des cas qui le nécessitaient. Hein. En revanche, lorsqu'on était un patient femme, on avait plus de chances de recevoir une prescription de morphine lorsqu'on était suivi par un médecin homme. Donc là, il y a vraiment une interaction de genre et d'âge, et c'est vraiment ajusté sur l'ensemble des caractéristiques dont on pouvait disposer, à la fois sociales, à la fois démographiques, mais aussi cliniques. C'est-à-dire c'est à situation équivalente. Sur les actes d'euthanasie, on a donc essayé une enquête sur les soins palliatifs, mais dans cette enquête, il y avait énormément de questions qui portaient sur la possibilité de réaliser des actes d'euthanasie, donc c'est ce qu'on appelle des vignettes cliniques, les mises en situation. Et là, donc c'était une enquête auprès des infirmiers. On s'est effectivement rendu compte qu'en fonction du type de patient, c'est-à-dire patient avec une douleur intense, patient avec un lourd handicap, les infirmiers femmes, donc les infirmières, étaient moins susceptibles que les hommes à déclencher ou à se voir déclencher ou se voir participer à une injection létale. Donc là, il y a vraiment un problème du genre du médecin. Hein. Les hommes sont plus enclins à avoir recours à des injections létales, donc à avoir recours à des traitements beaucoup plus radicaux pour des patients qui sont en fin de vie, patients cancéreux en fin de vie avec des souffrances et dont les perspectives de curatifs sont complètement écartées et qui sont vraiment en phase terminale. Hein. Donc là, on a essayé d'étendre ça, on s'est dit genre du soignant, mais est-ce que le genre du patient intervient? Donc on a proposé des scénarios aléatoires où on a mélangé de manière très arbitraire, et ces scénarios, il y avait un mécanisme dans le mode d'interrogation des professionnels de santé qui faisait que ces scénarios généraient des profils de patients de manière complètement aléatoire. Donc on ne savait pas si le soignant qui était un homme allait tomber sur une femme, sur un scénario avec une femme, un scénario avec un homme, une femme âgée ou une femme jeune. Voilà, c'était vraiment géré par une machine, c'était automatique, c'était aléatoire. Et on s'est rendu compte, ça c'est chez les infirmiers libéraux, qu'en fait les hommes avaient plus des patients. On leur présentait un scénario avec un homme, ils avaient plus de risques ou de chances de provoquer une décision d'injection létale. C'est parce qu'il y a un petit risque ou de chance, parce que c'est des patients en fin de vie qui souffrent, donc dans tous les cas, hein, qu'il y ait une douleur intense, que le patient soit dépendant, que le patient ait envie de mourir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être une charge, qu'il soit démotivé par sa vie. Lorsque le patient était un homme, ça déclenchait plus le recours à l'injection létale que lorsque c'était une femme. Donc il y a vraiment une interaction de genre qui était évidente, ajustée sur l'ensemble des caractéristiques dont on pouvait disposer, ce qui nous pousse à considérer que la souffrance elle est moins tolérable lorsque c'est un homme qu'une femme, par les soignants. Toujours sur les variabilités des pratiques de soins, on avait aussi des questions relatives à l'intubation et la trachéotomie. Alors ça, c'était pour les personnes atteintes de SLA. Vous savez que quand on intube ou quand on trachéotomise une personne atteinte de SLA, on la laisse... voilà, c'est vraiment une décision, c'est la limitation de soins. Est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas? Généralement, l'intubation, on ne réfléchit pas. Mais la trachéotomie, ça nécessite une réflexion parce que la SLA, c'est... Bon, voilà. Et il y a une conférence de consensus qui dit qu'effectivement, quand on a fait une trachéotomie chez un patient atteint de SLA, ben voilà, on sait qu'on signe pour quelques temps et pour une qualité de vie qui est extrêmement délétère et pas évidente. Donc on avait un scénario, une situation initiale, quelqu'un qui avait une maladie de Charcot SLA, est-ce qu'il faut l'intuber, et puis est-ce qu'il faut le trachéotomiser. Les scénarios proposés, là aussi, avec une génération aléatoire pour ce qui était du genre et de l'âge du patient,
proposé à un échantillon donc, de infirmiers, dans ces cas-là, puisque c'est eux qui participent à cette pratique. Et voilà les résultats. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, quand le patient était un homme, les infirmiers avaient plus tendance, à la fois pour l'intubation et la trachéotomie, à dire qu'il fallait avoir soit l'accord du patient, soit celui des proches. Lorsque c'était une femme, je faisais systématiquement sans songer que l'accord du patient ou des proches était nécessaire. Ajusté sur toutes les caractéristiques dont on pouvait disposer. Là, c'est toujours des modèles ajustés. Donc là, après, bon, on a l'âge de l'enquêter, effectivement, et on voyait que les plus jeunes soignants avaient des pratiques différentes par rapport aux plus âgés. Alors, pour terminer, simplement, vous dire que la question du genre dans la médecine, il y a Eleonore Esca, qui a fait un très grand travail sur comment le genre a été considéré dans la médecine. Elle distingue trois périodes. Il y a une première période, avant les années 70, depuis le 19e siècle, où la médecine n'avait que faire du genre. Ce n'était pas une question médicale, ce n'était pas un problème médical, sauf pour des phénomènes déviants considérés comme exclusivement masculins, l'hyperactivité et l'alcoolisme. Donc, avant les années 70, on ne s'intéressait pas au genre dans les questions médicales. À partir des mouvements féministes nés dans les années 70, il y a tout ce qu'on appelle les gender studies, c'est-à-dire où la femme, le corps de la femme, la démystification du corps de la femme, le fait que le pouvoir médical se transfère aux femmes, le fait que les femmes devaient se réapproprier le savoir médical, alors considéré comme un savoir étant uniquement masculin. Donc là, on a eu des tas de recherches sur la santé des femmes, avec des tas de revues. Vous prenez Medline, PubMed, vous avez des tas de revues consacrées aux femmes, Women's Health, Breast Cancer Study, enfin, c'est ce qu'on appelle les gender studies. Et depuis les années 2000, il y a ce qu'elle appelle le retour au réductionnisme, avec notamment une revue, et vous devez avoir souvent des mails de cette revue qui s'appelle Men Health, Santé des hommes. C'est-à-dire on repense maintenant à l'homme non pas comme un modèle, comme un standard biologique fonctionnant parfaitement par rapport auquel il faut se référer, mais comme un objet de la recherche médicale. On réinvestit la santé des hommes et le comportement des hommes, ce qu'on appelle une masculinity studies. Et ça, c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire que pendant ces 3 dernières décades, il y a eu énormément de travaux sur la santé des femmes. Et puis là, avec, je pense, aussi l'inversion de la démographie médicale, là, il y a tout un mouvement qui vient des États-Unis, hein, mais qui est très fort à l'heure actuelle, qui est en train de dire, et qui crée des nouvelles revues, non, il faut s'occuper des problèmes, notamment des problèmes spécifiquement masculins, comme le Viagra blues ou d'autres questions qui taraudent en ce moment la littérature médicale. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que j'ai tenu 15 minutes. C'était vraiment une approche un peu générale, hein. Je n'allais pas vous asséner les résultats d'enquête. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Certainement des questions. Moi, j'avais pas compris, on a discuté tout à l'heure rapidement 5 minutes sur l'histoire de l'euthanasie, la simulation, et j'avais compris. Tu peux répéter la conclusion de l'étude? Moi, j'avais compris que les hommes étaient plus enclins à être euthanasiés. Exactement. Ah, c'est ça la conclusion. Il déclenche plus une espèce d'empathie qui fait que... En fait, c'est un mécanisme empathique. On parle du patient. Du patient. C'est un mécanisme empathique par rapport à la souffrance. C'est-à-dire, l'injection létale, on peut l'assimiler à un mécanisme empathique, de dire, bon, c'est horrible, la situation est horrible, il faut qu'on arrête. Quand c'est un homme, ça déclenche plus d'empathie, quel que soit le sexe du soignant, homme ou femme, que lorsque c'est une femme. Alors, je ne vais pas parler de l'âge, parce qu'on a croisé l'âge. Il vaut mieux pas être une femme âgée, hein, parce que là... Non, mais c'est terrible, hein, c'est les résultats qu'on a présentés à Berlin, c'est terrible, c'est spontané. Et c'est fait de manière aléatoire, donc c'est du sondage, on a tout stratifié. Voilà, il y a vraiment le sexe du patient qui intervient, ainsi que le sexe de la... Et de manière générale, pour ce qui est du sexe du soignant, on sent que les hommes sont plus prompts à agir et à avoir des décisions médicales ou des décisions thérapeutiques beaucoup plus violentes, notamment sur la prescription de palier 3. Pour des patients en fin de vie, on sait que les recommandations, c'est la douleur, il faut traiter, il faut frapper fort, il faut y aller avec des antalgiques de palier 3. Les hommes,
pas de problème. Les femmes, elles sont beaucoup plus mesurées. Elles vont d'abord passer par du palier 2, et ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Parce que bon, c'est une espèce de représentation de psychologisme différencié entre un homme et une femme. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est culturel, c'est peut-être lié aussi aux études médicales. Je ne sais pas, il y a des choses à creuser. Vous aviez une question? Je vous entends pas. Deux questions. Une par rapport à cette étude. Vous aviez demandé la motivation des soignants pour justement le choix de l'euthanasie ou pas? Alors, présenter des scénarios tellement précis. C'est une interprétation. Un patient atteint de cancer en phase terminale, soit avec une souffrance irréductible au traitement antalgique, soit avec une déprime profonde. Il y avait 4 types de patients. Pour moi, je l'interpréterais, c'est dans le sens inverse. En fait, de ce que vous dites, c'est parce qu'ils sont plus compassionnels avec les hommes, donc ils ont plus tendance à aller vers la oui, c'est ce que les hommes. Il y a plus d'empathie pour les hommes. Moi, je le perçois d'une façon différente. J'ai l'impression qu'au contraire, ils ont l'impression que les femmes, il faut préserver leur vie. Enfin, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous avez posé la question de leur motivation? Oui, en fait, il y a tout ce qu'on appelle la théorie d'utilité sociale aussi. Hein. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment... Et là, des études qualitatives, c'est pas ce genre d'enquête qui peuvent effectivement analyser finement les motivations des personnes. Il faudra avoir recours à des études qualitatives. Et là, je sais qu'il y a Lionel Lani qui travaille donc à Aix-en-Provence et avec le CESTIN qui va travailler, lui, sur la question de la sédation, parce que c'est un peu pareil, la sédation. Hein. La sédation, c'est bien, on endort les gens. À la différence de l'injection létale, c'est que c'est réversible. On peut les réveiller. Généralement, quand on engage une sédation, voilà. Et là, lui, il a travaillé sur ça, sur la décision de sédation. On n'a pas les motivations, en fait, derrière. Mais non, c'est une enquête quantitative, théorie des sondages par téléphone, on ne peut pas aller trop loin. On peut pas approcher aussi finement ce type d'analyse et analyser réellement les raisons. Votre seconde question? Non, parce que vous disiez que les femmes étaient moins enclines à prescrire la morphine. Elles sont plus enclines à prescrire la morphine. Mais quand on ajuste sur le sexe, c'est aussi du déclaratif. Après, je ne vous ai pas mis tout ce qu'on a sur les analyses médico-administratives qui montrent effectivement, là on est en train de travailler sur l'apport cancer avec le sexe du prescripteur, et on sera tout, hein, parce qu'on est exhaustif. Si vraiment les femmes prescrivent plus ou pas, en ajustant surtout. Mais effectivement, par exemple sur la morphine, on voit que les antalgiques de palier 3, chez les patients atteints de cancer, les hommes en bénéficient beaucoup plus, quel que soit le type de localisation, que les femmes. Parce que là, les femmes prescrivent plus, mais quand c'est un patient femme, elle a plus de chances d'avoir de la morphine lorsqu'elle est suivie par un médecin homme. Donc là, il y a une interaction de genre. Après, on ne peut pas généraliser les choses, c'est très compliqué à expliquer. Il faut vraiment une étude, et surtout c'est une question qui devient centrale du fait de la féminisation des professionnels de santé, à la fois des médecins qui se féminisent, mais des autres professionnels comme les infirmiers qui se masculinisent. Donc il y a vraiment tout ça qui se mélange, il y a vraiment un mouvement de société. Et je vous dis, ce qui est très intéressant en ce moment aux États-Unis, et les revues qui sortent, portent sur la santé des hommes. Donc l'impact factor va augmenter, donc ils cherchent des papiers, mais c'est vraiment la santé des hommes. On est bombardé de mails sur Menel, enfin, vraiment, parce que tout ce qui était gender studies, on appelait ça gender studies, mais c'était essentiellement consacré à la santé des femmes et pas à la santé des hommes.